Bonsoir amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour ce libre journal des débats et c'est un presque habitué de cette émission que nous recevons puisque Frédéric Lemoal nous fait le plaisir de nous rejoindre. Bonsoir monsieur. Bonsoir cher monsieur et bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie. Nous vous avions eu il y a quelques mois sur les divisions du pape, une analyse des relations extérieures du Vatican pendant une partie du XXe siècle et vous avez publié récemment Histoire du fascisme aux éditions Perrin. Tout à fait. Alors la question traditionnelle que nous posons à nos amis historiens quand ils viennent dans cette émission, c'est la racine, la cause, selon que le mot que vous préférez, de leur passion pour l'histoire. Comment devient-on historien à la fin du XXe siècle et au début du XXIe? Alors ma passion de l'histoire me vient directement de ma maman, qui elle-même est une passionnée d'histoire. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de livres d'histoire à la maison. Et j'ai un souvenir très très précis. Le premier livre d'histoire vraiment sérieux, je vais dire, que j'ai lu. J'ai 10 ans. C'est une histoire de l'Empire romain. Qui appartenait donc à maman, que j'ai lu en vacances en Sicile, et j'ai attrapé le virus et l'histoire ne m'a plus jamais quitté. C'est une véritable passion. Et très très tôt en fait, j'ai voulu faire des études d'histoire. Lorsque j'étais au collège et au lycée, je voulais déjà devenir historien. Donc après le baccalauréat, j'ai fait des études d'histoire à l'université. Passer les concours d'enseignement, fait un doctorat et bien j'ai la chance d'être devenu historien. Donc j'en remercie beaucoup mes parents et bien sûr la divine providence. La Sicile, les parents. Quand on fait une histoire du fascisme, Frédéric Lemoal, on travaille sur quelles sources? Alors il y a énormément de sources. Vous avez documents d'archives, documents diplomatiques. Mais on s'intéresse aux documents d'État. Mais ce qui va vraiment beaucoup aider, c'est la lecture des articles de journaux, des livres, puisque les fascistes ont été des hommes de lettres. Beaucoup de journalistes parmi eux, et le premier d'entre eux évidemment, Mussolini. Donc il y a eu énormément d'écrits avant le régime et pendant le régime. Il y a eu même des débats intellectuels. Bien que cela fût une dictature et un État totalitaire, il y avait de véritables débats intellectuels, alors certes au sein évidemment du fascisme. Hein. Et donc tous ces écrits, tous ces livres nous éclairent beaucoup sur ce qu'a été le fascisme. Et bien évidemment, beaucoup d'historiens, et en réalité dès l'époque, ont énormément travaillé, réfléchi, pour essayer de définir ce qu'a été le fascisme. Et il est effectivement très difficile de donner une définition vraiment très claire, très concise du fascisme, parce que c'est une idéologie, c'est vrai, très complexe. Mais il n'empêche que on a raconté quand même beaucoup de bêtises sur le fascisme, voire de mensonges sur ce qu'était le fascisme. D'où ma volonté, d'écrire ce livre pour apporter ma pierre à l'édifice de la compréhension de ce phénomène très complexe et avant tout de ce phénomène révolutionnaire qu'a été le fascisme. Alors un phénomène révolutionnaire, et vous le disiez, le fascisme est devenu quasiment un objet politique délié de l'histoire. Les historiens vont s'y intéresser pour pouvoir apporter une pierre à la discussion politique, attaquer notamment la droite, ses tendances autoritaires. On pense à Adorno et son étude sur la personnalité autoritaire. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous faire une petite historiographie du fascisme? Quelles ont été les grandes tendances, lesquelles sont très intéressantes, lesquelles sont un peu datées? Alors, comme je le disais dès le début, on s'est interrogé sur le fascisme et il est apparu assez vite que le fascisme, la vision qu'on avait du fascisme était différente par rapport au positionnement politique de la personne qui cherchait à étudier. Il y a une vision libérale du fascisme, il y a une vision marxiste du fascisme, et je vais m'arrêter, si vous me permettez, quelques instants sur celle-ci, parce que en fait, c'est celle qui a eu le plus de postérité. C'est-à-dire le fait d'associer le fascisme à un mouvement de droite, à un mouvement de la conservation, de la réaction, utilisé par les classes possédantes, par la bourgeoisie, afin de protéger ses intérêts.
pour faire vite. La manipulation des brutes épaisses. Exact, c'est exactement ça. La bourgeoisie italienne aurait trouvé, dans ses voyous, le moyen de protéger ses intérêts, et le fascisme, donc, se serait mis au service de la réaction et serait devenu un mouvement d'extrême droite, réactionnaire par certains côtés. Et c'est vrai qu'il y a eu des aspects du régime dont on pourra sans doute reparler, la ruralité, l'aspect très moraliste du régime, qui ont pu servir de justification à cette thèse. Et il faut bien le dire, on est là face à une gigantesque manipulation, et une très brillante manipulation, car ce qui a animé les fascistes du début à la fin de leur histoire, c'est justement la haine de la bourgeoisie. Ils ont eu pour ce monde, pour ses valeurs, pour son mode de vie, pour ses mœurs, pour sa vision de ce que doit être la politique, pour ses intérêts, un mépris, voire une haine, mais totale, qui n'a jamais dévié. Mussolini, dans tout son parcours, a pu évoluer, mais il y a quand même un certain nombre de points qui n'ont jamais varié, et celui-ci en est un, c'est la haine de la bourgeoisie, le rejet du capitalisme, bien sûr le rejet du communisme, ça, bien évidemment c'est indubitable, mais c'est un rejet du capitalisme qui n'est pas marxiste, et c'est un rejet également du marxisme, mais qui ne porte pas, et qui donc ne porte pas atteinte, certes à la propriété privée, mais qui a cherché une troisième voie entre capitalisme et marxisme, surtout dans le contexte, et ça c'est fondamental à mon sens, le contexte des années 30, de la crise des années 30, où on a essayé de trouver une voie médiane, et le fascisme offrait cette voie. Et on a eu cette chose incroyable, c'est que la gauche, les communistes, mais la gauche dans son ensemble, a utilisé le terme fasciste pour désigner ses adversaires, alors que le fascisme en fait vient de la gauche, appartient au monde de la gauche. Et ça s'est profondément ancré dans les esprits, et il a fallu attendre quand même les années 50, les années 60, pour que on puisse quand même comprendre que non, c'était pas un mouvement conservateur ni réactionnaire, mais bien un mouvement révolutionnaire. C'est posé aussi la question de sa nature totalitaire. Hannah Arendt, qui a beaucoup compté, vous le savez, dans la compréhension du phénomène totalitaire, ne classait pas le fascisme au sein des mouvements totalitaires, du fait de son niveau de violence, qui était très réduit par rapport aux deux autres. Il est évident qu'on aurait du mal à trouver l'équivalent du goulag et d'Auschwitz dans l'Italie fasciste. Et ça s'est imposé jusqu'à aujourd'hui. On peut trouver dans certains ouvrages toujours cette idée que ce n'est pas un totalitarisme. Or, à mon sens, c'est tout à fait faux. Et là, il faut évidemment rendre à César ce qui est à César, et justice à Renzo De Felice et Emilio Gentile, quand même les deux grands historiens italiens du fascisme, les deux monuments de l'historiographie du fascisme, qui ont tous les deux prouvé qu'il s'agissait bien d'un totalitarisme, d'un mouvement totalitaire. Alors certes, moi ce que je rajouterais, c'est que c'est un totalitarisme de basse intensité, comme a pu l'être par exemple l'Union soviétique post-stalinienne, qui restait un système totalitaire mais de basse intensité. Pareil pour le fascisme. Mais il n'empêche que c'est quand même un régime totalitaire parce qu'il est révolutionnaire. Totalitaire parce que révolutionnaire, parce qu'il appartient bien à tous ces mouvements idéologiques nés dans la philosophie des Lumières et qui ont voulu refaire l'homme. Et c'est ça qui, à mon sens, donne véritablement tout son sens totalitaire au fascisme. C'est cette volonté qu'il partage avec ses comparses communistes et national-socialistes, cette volonté de refaire l'homme, de refaire une société nouvelle. Il appartient pleinement à cet univers qui rejette les traditions, et c'est tout à fait caractéristique du XXe siècle. Il appartient pleinement au XXe siècle, qui a considéré que la révolution était l'horizon indépassable de l'humanité, pour reprendre une phrase inspirée d'un grand intellectuel français. Et il y faisait vraiment pleinement de partie. Il y a toute sa place. C'est pour ça qu'à mon sens, on ne peut absolument pas en faire un mouvement de droite. Parce que qu'est-ce qu'est de droite ? Si on part du postulat qu'être de droite, c'est vouloir conserver, si être de droite, c'est l'idée qu'il existe une condition humaine
à laquelle on ne peut pas toucher, alors le fascisme n'est pas de droite. Parce qu'il ne croit pas à la nature inaliénable de l'homme. Il considère que l'homme, c'est comme de la cire que l'on peut modeler, que l'on peut transformer. Et d'ailleurs, très souvent, Mussolini utilisait la métaphore de l'artiste. Il se comparait souvent aux artistes, sauf que les artistes travaillaient de la pierre et lui travaillait de l'humain. C'est la grande phrase de Frédéric Rouvier. Mussolini est celui qui a le mieux compris Rousseau. Exactement. Alors ça, c'est un point auquel je tiens, que je développe beaucoup dans le livre. C'est l'influence du rousseauisme dans le fascisme. Frédéric Lemoyle, nous allons revenir dessus. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous publiez Histoire du fascisme chez Perrin. Et je vous fais lecture du récit de la marche sur Rome, enfin plutôt de la fin de la marche sur Rome, qu'Henri Béraud fait dans Le Flâneur salarié en 1927. Alors Béraud vient de raconter qu'il était attablé au bistrot 2 heures avant et qu'on l'a appelé pour partir sur Rome en urgence. Le lendemain, vers 5 heures de l'après-midi, nous arrivions en vue de Rome. Notre train s'arrêta. D'autres trains roulaient lentement à notre droite, chargés d'hommes sonores et turbulents. Ces hommes s'agitaient aux portières. Les uns portaient, en guise de casque, des chemises bleues. C'étaient les nationalistes de Federzoni, ralliés au mouvement. Les autres arboraient les chemises noires du fascio, toutes ornées d'attributs macabres et de l'inscription fameuse brodée à la main « Me ne frego », qui signifie « je m'en fous ». Les wagons étaient couverts de graffitis, beaucoup d'injures aux socialistes et aux vieux partis parlementaires, beaucoup de louanges à Mussolini, quelques « Eviva il Rey », des « Eviva il Principe », plus nombreux. Mais ce qui dominait, c'était mille et mille fois répété, un signe qui, à première vue, ressemblait à un W, un caractère nouveau et emblématique, formé de 2 V entrelacés. Cela veut dire « Eviva », vive, tout court. Le verbe sans le sujet, avec, si j'ai bien compris, une signification d'enthousiasme, abstrait et absolu. Lorsque ces trains s'arrêtaient, les fascistes bondissaient hors de leur compartiment sur les voies. Ils couraient en brandissant des triques à l'assaut des buvettes. Car le temps était fort lourd et l'on sait, par maint récit et tous les temps, que les émeutes provoquent grandement la soif des insurgés. Tout cela rappelait, en plus brillant et dans un pittoresque plus disparate, les trains des troupes et les gares régulatrices des guerres. Comment en est-on arrivé là, Frédéric Lemoyle ? Alors comment en est-on arrivé à la marche sur Rome ? Il y a les causes directes et puis les causes proches et les causes lointaines. Les causes directes, c'est la Première Guerre mondiale et la crise surtout de l'après-guerre, dans laquelle on va bien sûr revenir. Et puis les causes les plus lointaines, évidemment, c'est l'unité italienne. Alors, il existe un courant politique qui est incarné par le grand historien israélien Zef Sternel pour dire que le fascisme est né en France. Alors, bien sûr, je conteste cette vision. Le fascisme est lié aux Lumières françaises et à la Révolution française, c'est vrai, mais il n'est pas né en France et il est né bel et bien en Italie. Pourquoi ? Parce que c'est le problème de la nation italienne et du caractère imparfait, incomplet de cette nation. La Révolution française, en envahissant l'Italie, et Bonaparte y a emmené les idées de la Révolution française et la sacralisation, l'idée de nation et de la sacralisation de la nation. Après le congrès de Vienne, l'Italie a été maintenue dans un état de morcellement. Et puis il y a eu ce mouvement favorable à une unité italienne qu'on appelle le Risorgimento. Alors le Risorgimento, il y a plusieurs courants à l'intérieur. Il y en a un en particulier, c'est celui de Giuseppe Mazzini. Qui compte énormément. Pourquoi ? Parce que il est là aussi l'héritier direct de la Révolution française, dans ce sens où, et c'est à mon sens capital pour comprendre ce qu'est le fascisme, il marie la nation et la révolution. C'est-à-dire que pour faire la nation italienne, il faut faire la révolution, renverser. En Italie, la nation, le combat national, l'amour de la patrie furent ainsi indissociables de la révolution et de cette espérance d'une régénération d'un peuple appelé un grand destin. Et c'est exactement la pensée de Mazzini. On va faire des Italiens un grand peuple qui prendra la succession des Français dans la marche vers le progrès. Mais c'est bien cette alliance, et c'est ça le fascisme, l'origine du fascisme, de l'alliance entre la nation et la révolution. Donc l'unité se fait. Alors, elle se fait pas par la révolution telle que Mazzini le pensait, puisqu'elle se fait par la maison de Savoie, qui unifie le pays. C'est le Piémont et la dynastie de Savoie qui unifie le pays. Mais après, on a eu en fait une nation quand même largement incomplète. Incomplète à l'extérieur parce qu'il y avait les terres irrédentes,
les terres italiennes qui restaient sous domination autrichienne, et puis incomplète à l'intérieur. À l'intérieur, pourquoi? Parce que vous aviez des régions entières qui refusaient l'unification, notamment dans le sud, notamment dans la région de Naples ou en Calabre, où on a eu des insurrections paysannes contre l'unité. Incomplète à l'intérieur parce qu'il y a le problème des catholiques. Comme l'unité s'est faite en annexant le pouvoir pontifical, eh bien l'Église catholique a ordonné aux catholiques italiens de ne pas participer à la vie politique italienne, ni électeurs ni élus. C'était le mot d'ordre de Pie IX, qui a été repris par ses successeurs, amoindri par Pie X, enfin qui a quand même été maintenu dans ses grandes lignes. Donc une nation incomplète à l'intérieur. Il fallait faire, selon le mot célèbre, il fallait faire les Italiens. Et puis se rajoute un autre élément, c'est le régime libéral qui a été instauré, et au vrai sens du terme, c'est-à-dire le gouvernement par une élite sociale, une élite bourgeoise, qui refuse le suffrage universel jusqu'en 1912, et qui pose la question fondamentale de la fin du 19e siècle, qui est l'intégration des masses. Comment intégrer les masses à l'État et à la nation? Eh bien, le fascisme veut apporter des réponses à toutes ces questions. Achever l'unité de l'Italie, achever l'unité de la nation et intégrer les masses dans le corps national et dans l'État, et un État qui ne serait plus cet État libéral, bourgeois, dont le Premier ministre Giovanni Giolitti était véritablement l'incarnation, la bête noire des fascistes, par sa politique toute de prudence, de réforme, de politique étrangère très très équilibrée et très prudente. Et donc voilà, le fascisme est né en Italie parce qu'on avait cette nation incomplète. Il n'a pas pu naître en France parce qu'en France, la nation est achevée, l'État-nation est achevé, et on a des institutions solides et démocratiques avec le suffrage universel depuis plusieurs décennies à la fin du 19e siècle. Autre glorieux héritage français en Italie, c'est le jacobinisme. Vous écrivez « Le jacobinisme transmis ensuite aux fascistes la passion révolutionnaire, le patriotisme, la prétention à incarner les masses, le rêve d'une humanité renouvelée, tout cela à travers le risorgimento dont ils abandonnèrent les aspects les plus libéraux et humanitaires. » Oui, bien sûr, parce que on peut très bien dire, mais vous affirmez que le fascisme vient de la Révolution française, alors qu'ils ont passé leur temps à vitupérer la Révolution française, ce qui est tout à fait vrai. Mais ils ont vitupéré 1789, la Révolution bourgeoise, la Révolution libérale. François Furet a très bien expliqué que la Révolution française, elle a engendré deux mouvements. Certes, le mouvement libéral qui va conduire à la démocratie libérale, mais aussi ce mouvement autoritaire, de démocratie autoritaire, à laquelle les fascistes, se sont référés, et qu'on trouve dans le jacobinisme. Sacralisation de la nation, campagne xénophobe, enracinement dans la petite bourgeoisie, l'importance de la masse, la référence à la souveraineté populaire, mais une souveraineté populaire qui ne serait pas l'équivalent du système représentatif anglais que Rousseau vouait aux gémonies. Donc on a effectivement dans le fascisme cette composante jacobine qui est extrêmement forte. Et d'ailleurs, Mussolini, quand il parlait de Robespierre, disait de lui le pur révolutionnaire. Donc attention, ce qu'il refuse de 89, c'est l'égalitarisme, les droits de l'homme, l'individualisme, la démocratie libérale, le parlementarisme. Ça, c'est absolument incontestable. Mais ils mettent leur pas dans la révolution jacobine, c'est-à-dire dans l'État qui accouche au forceps d'un homme nouveau, qui va utiliser tout ce que préconisait Rousseau. Je vous rappelle que Robespierre était quand même un grand lecteur de Jean-Jacques, sur l'importance des fêtes, l'importance de l'école, c'est-à-dire sous la férule de l'État, eh bien la nation va être constituée. Et Mussolini avait dit le fascisme n'a pas élu comme prophète Joseph de Maistre. C'est-à-dire que lui-même le dit. Il y a la condamnation de 89 n'équivaut en aucune façon à revenir à la situation de l'ancien régime. Pourquoi? Parce que de toute façon, 89, c'est ce qui a engendré la nation, dans le sens moderne.
du terme. Et un autre fasciste, qui était aussi un grand intellectuel, qui est Giuseppe Bottai, le disait très clairement. Là aussi, il n'y a pas de référence à la contre-révolution intellectuellement, puisque la nation et la passion nationale qui est au cœur du fascisme, c'est bien la Révolution française qui l'engendre. Et si on avançait un peu sur la conclusion, on verrait même qu'en fait, ce qui a permis que le fascisme ne soit pas complètement accompli et que ce soit un totalitarisme faible, vient des corps intermédiaires, vient de tout ce qu'a défendu la contre-révolution, d'une certaine manière. D'une certaine manière, oui, tout à fait. Et puis, il y avait bien sûr, mais là on anticipe un peu, on va revenir à la marche du Rhum, et c'est vrai qu'il y a les corps intermédiaires, le grand patronat, l'Église et la monarchie. Et ça qu'il faut, à mon avis, un élément à prendre en compte. Restons une dernière question sur les idées. Je crois que c'est très important. Vous écrivez que le darwinisme social est également crucial pour comprendre la jonction qui va se faire entre l'idéalisme républicain et les théories racistes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, Frédéric Lemoral ? Oui, parce que les théories darwiniennes, ce qu'on appelle le darwinisme social, c'est-à-dire, je vous rappelle, le darwinisme, c'est l'idée de l'évolution des espèces. Les espèces faibles disparaissant au profit des espèces fortes. Le darwinisme social, c'est la transposition des théories de Darwin à l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il divise l'espèce humaine en plusieurs groupes, en plusieurs races, en plusieurs peuples. Les peuples forts ayant vocation à dominer les peuples faibles, et les peuples faibles ayant vocation à disparaître. Et bien cela, il y a cette composante dans le fascisme, l'idée que les Italiens sont un peuple fort, par rapport par exemple aux Français, qui sont un peuple en pleine décadence. Et ce peuple fort, donc, a vocation à dominer, mais il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et c'est là où on va retrouver le lien avec le socialisme. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le fascisme cette idée qui avait été développée par un nationaliste italien, Enrico Corradini, de la nation prolétaire. Il divisait les nations entre nations plutocratiques, les nations riches, bourgeoises, et les nations prolétaires, pauvres. C'était une transposition de la lutte des classes au niveau international. D'une certaine manière. Et voilà. Et c'est là où le darwinisme en rajoute une couche, c'est-à-dire que le peuple fort est injustement traité, il doit prendre sa juste place et combattre par la violence et dominer les autres peuples. Alors, pour comprendre comment toutes ces idées vont se condenser, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemble le paysage politique italien au début du XXe siècle ? Quand on est italien dans les années 1900-1905, on se range derrière quelle figure politique, on partage quelle idéologie ? Alors, le système est dominé par ce qu'on appelle les libéraux. Alors, qui n'est pas un parti en soi, comme sous la Troisième République d'ailleurs. On n'a pas encore vraiment de parti véritablement structuré, à part le Parti Socialiste. Donc, c'est ce qu'on appelle la classe politique libérale, qui peut être plus ou moins conservatrice ou plus ou moins progressiste, mais enfin, qui partage cette idée que voilà, la politique doit se faire entre personnes de classe aisée qui possèdent, en excluant les masses. La figure dominante, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est Giovanni Giolitti, un Piémontais qui va dominer totalement la vie politique italienne du tout début du XXe siècle, 1903 à peu près, jusqu'à la prise du pouvoir des fascistes en 1922. C'est un homme, alors, comment dirais-je, qui a fait toute sa carrière, qui a commencé sa carrière dans la préfectorale, c'est-à-dire que c'est un homme très sec, qui n'a pas vraiment de passion, de flamme, alors que le fascisme, par définition, c'est la foi politique, c'est la flamme, bien évidemment. Donc, et l'enthousiasme, c'est pour ça qu'il détestait aussi Giolitti. Et puis, l'idée que le corps social italien est fragile et que l'État doit cesser d'être au service de la répression des mouvements sociaux, mais doit servir d'arbitre à la résolution des problèmes sociaux. Mener une politique étrangère modérée, d'équilibre entre les deux camps qui sont en train de se mettre en place en Europe, la Triplice et l'Entente. Donc bon, c'est une gestion calme, si j'ose dire, du pays, mais qui manque quand même beaucoup de souffle. Et il y avait également une tradition politique qui était très forte à l'époque, qui était ce qu'on appelle le transformisme. C'est-à-dire l'idée qu'il faut
faire rentrer le parti d'opposition dans le pouvoir, en fait pour le corrompre, pas forcément son nom trébuchant, bien évidemment, mais le corrompre politiquement, idéologiquement, pour le pousser à abandonner sa volonté de renverser le régime. Et c'est ce que l'élite libérale avait fait avec les catholiques dans les années 1910, mais également avec une partie des socialistes, les réformistes, qui avaient été, auxquels on avait donné des postes de responsabilité, des postes ministériels. Et Mussolini, quand il était au Parti socialiste, mais détestait ces réformistes qui en fait collaboraient avec l'État. Donc il s'agissait d'élargir les fondations de l'État, mais par les alliances politiciennes, par le fait d'offrir des postes. Et donc on avait une vie politique italienne, voilà, qui était marquée quand même par la combinazione, comme disent les Italiens. Et c'est contre cette petite Italie qu'on appelait l'Italietta, la petite Italie que se sont dressés les nationalistes et que finira aussi par se dresser eh bien Mussolini avec la Première Guerre mondiale. Alors on en vient à Mussolini. Avant la Première Guerre mondiale, on le sait, directeur d'Aventi, combattant les réformistes au sein du Parti socialiste italien. Il a été élevé par les pairs et on a gagné un anticléricalisme militant. Quel est son foisonnement d'idées à ce moment-là ? Alors, vous avez là mis en avant des points très importants de sa vie. Il vient de Romagne, c'est-à-dire une terre d'Italie centrale qui a longtemps appartenu aux États pontificaux, mais qui était très contestatrice. Son père appartient au mouvement, à l'univers révolutionnaire, un peu anarchiste. Mais il y a un portrait de Garibaldi quand même qui incarne cette révolution et nation, le Risorgimento révolutionnaire. Et puis il fait des études, en effet, dans un collège assez bourgeois. Il en sort avec une haine de l'Église et une haine de la bourgeoisie qu'il n'abandonnera absolument jamais. Et puis, il s'engage, tout en menant sa carrière d'instituteur, il s'engage dans la vie politique. Et puis, il adhère au Parti socialiste italien et il devient officiellement marxiste. Alors, ça, le marxisme de Mussolini a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que c'est un pur marxiste ? Je ne dirais pas cela. C'est un marxiste assez superficiel. Et c'est un marxiste qui exprime son aversion pour la bourgeoisie et sa soif d'action violente. Car c'est ça les grandes permanences de cet homme. C'est la haine de la bourgeoisie, la violence qu'il a en lui, dans son rapport avec les hommes, dans son rapport avec les femmes, qu'il aura aussi dans ses écrits. Et puis, ce qui déjà apparaît chez lui, et qui va expliquer l'évolution de la suite, c'est cette volonté de refaire l'homme. Ce qui va poser problème chez lui. C'est une constante. C'est une constante chez lui. Cette volonté de refaire la nature humaine, de malaxer la nature humaine. Ce qu'il reproche aux marxistes, en fait, pourquoi ? Quel est le problème avec le marxisme pour lui ? C'est qu'il est trop matérialiste. Il est trop scientifique. Il ne trouve pas de foi, de passion dans le marxisme. Et il sera donc beaucoup plus marqué par Nietzsche, par l'idée du surhomme de Nietzsche, par l'antichristianisme de Nietzsche. Car l'aspect antichrétien de Mussolini est là aussi une constante. Il sera sans doute beaucoup plus antichrétien qu'il n'a été antisémite, malgré les lois antisémites qui seront prises à la fin du régime. Donc voilà, il lit énormément, il a lu Babeuf, donc il lit vraiment... Babeuf en Suisse même. En Suisse, tout à fait. Donc vraiment, quand il est en Suisse, il élargit énormément sa culture, il fréquente beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'exilés. Donc incontestablement, sa culture politique s'agrandit considérablement, mais jusqu'à la guerre, il est membre du Parti socialiste et des franges les plus dures du Parti socialiste, les plus maximalistes du Parti socialiste italien. Il est le directeur de l'Avanti, le journal du parti, et c'est lui qui en 1912 sera à la manœuvre pour faire expulser les réformistes au moment de la guerre de Libye. Très très militariste. À cette époque, voilà, la grande idée qui est la sienne, la grande passion, le grand idéal
qui est le sien, c'est l'antimilitarisme. Et après, on va se demander, mais comment cet homme qui appartient aux franges les plus marquées du Parti socialiste, comment a-t-il pu devenir fasciste? Mais en réalité, tout ça s'est fait très doucement, sans rupture, sans reniement. Mussolini ne s'est jamais renié, parce que son fil conducteur, ça a toujours été la révolution, la haine de la bourgeoisie et la volonté de refaire un homme. Il le trouvait dans le marxisme, et ensuite, il va le trouver dans le fascisme. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu, entre-temps, la guerre. Alors, au début, il est pacifiste. Il va changer. Ce changement va l'amener à quitter Aventi et créer le Popolo d'Italia. Pourquoi ce changement? Pourquoi ce retournement? Est-ce que c'est le nationalisme italien qui finit par infuser suite aux défaites? Est-ce que c'est un intérêt géopolitique? Comment vient-il à cette conviction? Alors en fait, tout vient de la position neutraliste du Parti socialiste italien. L'Italie déclare sa neutralité en août 1914, refuse de faire la guerre avec l'Autriche-Hongrie et reste dans une situation de neutralité. Le Parti socialiste italien, lui, est neutraliste au nom de l'internationalisme. Et Mussolini, en fait, au début, suit effectivement cette position sans l'ombre d'un doute. Et puis il évolue quand même très vite, puisque dès octobre 1914, il écrit un article dans l'Avanti, intitulé « De la neutralité absolue à la neutralité active et opérante ». Et en fait, il place le Parti socialiste devant ses responsabilités et sa contradiction. Laquelle? Il dit à ses camarades, soit on fait la guerre, soit on fait la révolution. Or, le Parti socialiste ne faisait ni l'une, ni l'autre. Et en fait, il a commencé à comprendre que la guerre était le formidable moyen pour faire la révolution. Donc il en vient en fait à appeler à une participation de l'Italie à la guerre, avec la France, bien évidemment. Il ne s'agit pas de combattre avec les empires conservateurs et réactionnaires que sont l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Donc avec bien sûr la France, de la Révolution, de la République. Et attention, il est toujours socialiste, il est toujours révolutionnaire. Mais le passage va se faire où l'ennemi reste le même, la bourgeoisie, puisque la bourgeoisie, à ses yeux, elle est neutraliste, elle est pusillanime, elle refuse le combat, elle refuse la violence, elle refuse la guerre parce que elle y voit un risque de révolution, et c'est pour ça qu'il faut la faire. Et peu à peu, on voit apparaître un abandon de vocabulaire qui est très important. Le mot prolétaire est de plus en plus remplacé par le mot peuple. Mais qui a toujours le même ennemi, la bourgeoisie, qui est un corps étranger à la nation. Un peu comme Sieyès qui décrivait la noblesse comme parasitaire et un corps étranger à la nation, eh bien, on retrouve un peu cet état d'esprit. Donc, bien sûr, il a rompu, il est expulsé du PCI, il a fondé juste avant le Popolo d'Italia, il va fonder une autre revue également, qui va lui servir de tribune, et il s'engage dans le combat interventionniste, mais beaucoup plus pour la révolution, je dirais, que pour la nation. Donc, il n'y a pas eu de reniement chez lui. Ce qu'il veut faire avec le Popolo d'Italia, c'est convaincre toujours ses anciens amis socialistes de se rallier à son idée. Mais c'est vrai qu'il est dans le monde socialiste totalement minoritaire. Totalement minoritaire, et en même temps il va vraiment combattre, c'est-à-dire que son antimilitarisme va disparaître au moment de la Première Guerre mondiale. Il participe à quel combat? Alors, il participe en fait au combat sur le front contre l'Autriche. Il y est blessé. Pour ça qu'après il retournera à Milan travailler de nouveau pour le journal. Donc il appartient à cette génération des combattants, et ça c'est un point capital. La guerre n'explique pas tout, parce que, comme je l'ai dit, tout est déjà en germe avant la guerre. Mais la guerre, incontestablement, elle apporte quand même plusieurs éléments qui vont expliquer le fascisme. C'est la totalisation plutôt que la brutalisation, parce que toute guerre est brutale. Ça n'a pas commencé la guerre de Troie, à mon sens, c'était pas une guerre dentelle, donc la guerre est toujours brutale. Mais c'est l'aspect
totalisation du conflit, où aussi bien à l'arrière que le front, tout le monde est mobilisé, tous les secteurs de la société, d'économie sont mobilisés, donc totalisation, totalitaire. Les masses, c'est une guerre de masse, ne jamais oublier ça. Et puis la culture de guerre que cela engendre, une culture particulière, et qu'on aura chez tous les chefs fascistes. Ils sont tous des anciens combattants. Lorsque les fascistes prennent le pouvoir, c'est la génération du front qui prend le pouvoir. Ce sont tous des hommes jeunes, comme tous les révolutionnaires d'ailleurs. Et ils ont tous été de valeureux combattants, ils sont couverts de médailles, et ils sont ce que Mussolini appelle l'aristocratie des tranchées. C'est-à-dire l'élite engendrée par la guerre, et qui va après la guerre, qui a le devoir après la guerre de préserver les acquis de la guerre, de ne pas laisser les politiciens détruire tous les sacrifices, renier tous les sacrifices qui ont été faits, d'où la nécessaire paix glorieuse qu'ils doivent obtenir et qu'ils n'obtiennent pas du fait de la victoire mutilée. Et cette idée donc qu'ils ont le devoir on peut pas revenir comme avant, ce n'est pas possible. Donc il va falloir créer effectivement un État nouveau, une société nouvelle, conduite par cette élite issue des tranchées. Alors au sortir de la Première Guerre mondiale, Frédéric Lemoyle, il y a un événement très important dans l'histoire italienne et dans ce qui va devenir le fascisme, c'est l'expérience de Fiume. Vous écrivez qu'elle est absolument capitale dans la jeunesse du fascisme. Voilà ce qu'en dit Maurizio Serra dans D'Annunzio le Magnifique. Cette aventure épopée n'a jamais eu bonne presse et n'a presque rencontré dès le début que des adversaires. D'un côté, l'État libéral préconisé à Rome et ses alliés du côté et ses alliés de la Grande Guerre, de l'autre les mouvements révolutionnaires issus du conflit, le bolchevisme puis le fascisme, qui épient ce concurrent dont il se méfie. Sous le pouvoir mussolinien, qui s'installera en Italie moins de 2 ans après la faillite de l'aventure, et en partie à cause d'elle, on mit rapidement de côté l'héritage de Fiume. Certains vétérans de cette brève saison firent carrière sous le régime par conviction ou par intérêt, mais d'autres durent s'y conformer à contre-cœur. D'autres encore devinrent antifascistes, comme le syndicaliste révolutionnaire Alceste de Ambris, bras droit de D'Annunzio dans la phase la plus innovante des 500 jours, qui s'exila en France où il mourut. Dans les troupes légionnaires de D'Annunzio, on retrouva des médaillés de la Grande Guerre, à côté de désaxés et d'aventuriers. Alors qu'est-ce que c'est que cette expérience de Fiume ? Alors c'est en effet un événement très, très important. La ville de Fiume était une ville qui appartenait à l'Autriche-Hongrie et qui avait été exclue du traité de Londres, qui contenait les promesses faites à l'Italie par l'Entente en échange de son entrée en guerre. Fiume devait rester on pensait que l'Autriche-Hongrie survivrait à la guerre et le port serait le débouché d'une Autriche-Hongrie maintenue, amoindrie, mais maintenue. Et puis on a eu à la fin de la guerre une pulsion nationaliste qui réclamant Fiume, dont la population était quand même très très partagée entre Italiens et Slaves. Or, comme elle n'avait pas été inscrite dans le traité de Londres, les Alliés voulaient pas la donner à l'Italie. D'autant plus que les Alliés avaient plutôt l'idée de réduire les promesses qui avaient été faites en 1915, qui trouvaient que c'était des promesses quand même un peu trop importantes. Donc, on avait plutôt dans l'idée de réduire le traité de Londres, alors que les Italiens, eux, voulaient davantage. Donc il y avait un blocage qui était très très fort et c'est devenu en fait le symbole de cette victoire mutilée, de l'ingratitude des Alliés et le symbole de la nation italienne à achever, puisque la Grande Guerre était aussi l'occasion d'achever le Risorgimento en récupérant les terres irrédentes. Et Gabriele D'Annunzio, qui était vraiment l'idole de toute l'élite italienne qui s'était engagée pendant la guerre, qui avait combattu dans une geste héroïque qui faisait quand même défaut dans cette guerre terrible, industrielle et des morts anonymes qu'était la Grande Guerre, eh bien avait lancé une marche. Là aussi, on est un peu dans la mythologie révolutionnaire, hein, la marche vers la Bastille, la marche vers Versailles, pour s'emparer de la ville de Fiume, où il a créé une sorte d'État, de république indépendante, et qui a été à la fois une expérience qui annonce le fascisme, mais très différente du fascisme. Pourquoi qui annonce le fascisme ? Parce que on y retrouve beaucoup d'éléments de forme du fascisme. La marche, les militants, la masse qui écoute le chef, qui écoute les discours enfiévrés de D'Annunzio, les uniformes, l'aspect de mythe, l'aspect quasi religieux
d'adoration de la politique. Mais sur le fond, il y avait, bon, certes, beaucoup de références au principe des nationalités, des appels à la lutte contre les États bourgeois, des appels à la libération de tous les peuples encore opprimés, une certaine proximité avec ce qui se passait en Russie. La Russie bolchevique a été le seul État à reconnaître la République de Fiume, dit en passant. Donc c'est intéressant. Mais sur le fond, il n'y avait pas cet aspect qu'on retrouvera chez le fascisme, qui est un aspect très moraliste, très rigoriste. Il y a une atmosphère très libertaire dans Fiume. Et en ces temps de commémoration des événements de mai 68, on peut pas quand même s'empêcher de garder ça dans un coin de la tête, cet aspect de libération des mœurs que l'on avait à Fiume, où certains futuristes sont allés. On n'a pas parlé du futurisme. Et en effet, le futurisme, c'est un point important parce que là aussi, c'est à la fois un groupe proche du fascisme, mais différent, qui se veut très progressiste et qui voulait absolument anéantir la famille par le divorce et par la libération totale des mœurs. Donc voilà ce qui se passera dans les années 60-70. C'est un curieux prolongement un peu de ce qui s'était passé à Fiume. Mais je ferme la parenthèse. C'est surtout un phénomène concurrent pour le fascisme. Mussolini l'a bien senti et il n'y a pas mis le doigt dedans, puisque il voyait dans D'Annunzio un concurrent terrible. Seulement D'Annunzio, voilà, c'est un homme de lettres qui fait de la politique. Mussolini, c'est un politique qui écrit, c'est pas la même chose. Et il était beaucoup moins littéraire et beaucoup plus habile politicien que ne l'était D'Annunzio. Et d'ailleurs, l'expérience disparaîtra lorsque Giovanni Giolitti, qui était revenu au pouvoir à la fin de 1920, a envoyé l'armée siffler la fin de la récréation et mettre fin à cela. Mais ça a montré quand même l'incandescence nationaliste qui saisissait l'Italie, et surtout la petite bourgeoisie italienne, et puis la faiblesse de l'État, qui a quand même eu beaucoup de mal à se faire respecter, et notamment à se faire respecter de l'armée. Alors cette faiblesse de l'État, on va la sentir également dans deux phénomènes de ces années-là, le squadrisme et le fascisme agraire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Frédéric Lemoine ? Alors il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, à partir de 1918-1919. On a donc cette idée de la victoire mutilée qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que les Alliés vont faire preuve d'ingratitude et ne vont pas donner toutes les terres promises à l'Italie, notamment la Dalmatie, et, comme je l'ai expliqué, Fiume qui a été rajouté. Donc, une incandescence nationaliste qui est très forte. Après la guerre qui a été très dure et les sacrifices qui ont été consentis par la société italienne, qui avait trouvé la force de se mobiliser au moment de la crise de Caporetto, de la défaite de Caporetto. Donc, il y avait ce sentiment d'ingratitude. Ensuite, on a eu un autre problème, c'est la radicalisation du PSI. Évidemment, sous l'effet de la révolution bolchevique. La création du PCI en 1921, c'est-à-dire une menace communiste qui plane sur toute l'Europe, également sur l'Italie, et qui prend la figure de grève dans les usines. Et puis se rajoute un troisième élément qui est l'impuissance en effet de l'État libéral. L'État libéral qui est gouverné par des premiers ministres qui sont assez insipides, un État libéral qui n'arrive pas à se faire respecter, qui n'arrive pas à rétablir l'ordre, et les fascistes donc apparaissent dans ce contexte. Le fascisme naît en 1919 à Milan, lors de la réunion de San Sepolcro, dans ce contexte de violence politique et d'impuissance de l'État, où il s'agit de préserver l'Italie du bolchevisme, mais pas au nom de la réaction ou des mouvements conservateurs, mais pour créer cette société, cet État nouveau issu de la guerre. Et comme l'État est impuissant, eh bien c'est eux qui vont protéger la société italienne, et notamment par les squadre, c'est-à-dire littéralement les équipes, c'est-à-dire ces groupes paramilitaires dans lesquels on trouve des anciens combattants, mais beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu faire la guerre, mais qui ont été marqués
par la guerre. La deuxième génération. Voilà, la génération en effet trop jeune pour aller au front, mais qui s'est ouvert à la vie politique à l'époque de la guerre, qui a donc été marqué par cette culture de guerre dont je parlais tout à l'heure, et qui trouve dans le squadrisme, un moyen d'exprimer leur violence, de combattre l'ennemi bolchevique, mais pas seulement. Parce qu'il y avait d'autres ennemis, il y avait aussi les groupes catholiques qui rapidement ont été des ennemis déclarés. Ils trouvaient dans ces groupes une communion, une cohésion, un rite de passage à l'âge adulte, et c'est là en fait où le fascisme vraiment se crée. Et sans rien devoir à Mussolini. Et c'est là la complexité du rapport. Au tout début, il ne faut jamais oublier que le fascisme n'était pas Mussolini. Voilà, il y a eu un fascisme sans Mussolini. C'est le fascisme squadriste, et il aura beaucoup de mal pendant plusieurs années à essayer de prendre le contrôle de ce squadrisme. Alors qui au début est un phénomène assez urbain, du Nord, et c'est très important. Le fascisme est un phénomène du nord et du centre de l'Italie, c'est-à-dire la partie la plus industrialisée, la partie la plus ouverte sur l'Europe et sur les grandes idées européennes. Oui. Et c'est là aussi l'aspect moderne du fascisme. Et on a eu après, pratiquement en même temps, l'apparition du fascisme agraire, alors qui est un peu plus conservateur, puisque on y trouve vraiment les grands propriétaires terriens qui vont mettre en place, soit mettre en place ou demander l'arrivée de squadres pour en effet se défendre contre les communistes qui mettent des grèves partout dans les grandes propriétés. Donc là, on est en effet dans un fascisme qui cherche à protéger les possédants, c'est vrai. Mais attention, ils sont pas au service exclusif des possédants. Et une fois qu'ils auront complètement démantelé toutes les structures communistes et syndicalistes, ils vont mettre en place un syndicalisme fascisme dans les campagnes qui va servir d'interlocuteur avec les grands propriétaires. Donc il faut pas s'imaginer là aussi qu'ils ont été simplement au service et puis après rentrez chez vous, on n'a plus besoin de vous. Ça n'a pas du tout été comme ça. Et on verra d'ailleurs quelle place ils jouent dans l'organisation d'un certain contre-pouvoir au sein même du fascisme. Élément intéressant, en 1921, congrès de Rome, Mussolini arrive à rendre le squadrisme dépendant de lui, d'une certaine manière. Et vous écrivez « La prise de pouvoir de la marche sur Rome se réalisa en grande partie sur le terrain des intrigues politiques, mais sur fond d'actions squadristes dont il convient de ne pas sous-estimer l'importance. » Frédéric Lemoine. Alors, là aussi, la marche sur Rome a donné lieu à beaucoup d'interprétations diverses. En fait, en effet, comme j'ai voulu l'écrire, c'est qu'il y a les deux. C'est-à-dire que la marche sur Rome sert à faire pression sur le pouvoir politique, et notamment sur le roi Victor Emmanuel III, pour qu'il donne le pouvoir aux fascistes. Mais c'est sur le terrain politique, c'est-à-dire que Mussolini n'a jamais cessé de faire de la politique. Donc c'est un moyen de pression, aussi pour donner un caractère révolutionnaire à un mouvement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il était difficile d'expliquer aux jeunes squadristes, ces jeunes têtes brûlées squadristes, que voilà, on allait arriver au pouvoir par une combinaison à la Giolitti, en s'entendant. Voilà, hein. Non, il fallait donner un caractère révolutionnaire pour la mythologie fasciste. Donc la marche sur Rome, c'est effectivement une pression par les chemises noires, qui, à partir de plusieurs villes italiennes, convergeaient sur la capitale pour que le pouvoir politique cédât. Mussolini, avec beaucoup d'habileté, avait laissé un quadrumvirat à la tête du mouvement, dont le siège était à Pérouse. Lui était à Milan pour vraiment marquer un éloignement physique et politique au cas où ça tournerait mal. Et de Milan, il était en négociation avec le personnel politique italien à Rome, mais aussi avec Giolitti, qui était dans son Piémont natal. L'une des combinaisons possibles, c'était un gouvernement libéral conservateur
éventuellement dirigé par Salandra, un autre grand homme politique de l'époque qui avait été président du Conseil au moment de la déclaration de guerre, avec une participation des fascistes et peut-être du premier d'entre eux. Seulement la marche sur Rome, évidemment, permet à Mussolini de dire c'est ou un gouvernement fasciste, avec un fasciste président du Conseil, c'est-à-dire lui-même, soit rien du tout, et c'est la marche sur Rome. Et c'est là où l'histoire a basculé, parce que le président du Conseil, qui était Facta, alors qui n'avait pas le charisme, évidemment, d'un homme politique d'envergure, c'est moins qu'on puisse dire, avait proposé au roi de proclamer l'état de siège. Ce que le roi va refuser. Et ce que le roi refuse à la dernière minute, alors que, selon toute vraisemblance, il a sans doute dit à Facta qu'il était d'accord, parce que Facta n'aurait pas proposé ça sans l'accord du roi. Et à la dernière minute, pour des raisons sur lesquelles on s'interroge encore beaucoup, le roi refuse et valide la solution de donner le pouvoir à Mussolini. Sans doute pour deux raisons, à mon sens. Éviter la guerre civile, parce que ça a été l'obsession de Victor Emmanuel III pendant tout son règne. Éviter que les Italiens s'entretuent. Et puis, sans aucun doute, l'idée, parce que c'est un homme assez rusé, que le pouvoir, eh bien, va en quelque sorte transformer les fascistes en les forçant évidemment à se heurter à la réalité. D'autant plus que le roi considérait que le régime libéral avait, et ça il n'était pas le seul à le penser, avait échoué sur toute la ligne. Et que voilà, à la limite, une solution autoritaire à la crise permettrait de résoudre pas mal de maux de l'Italie. Et c'est donc le roi qui, le 30 octobre, fait de Mussolini le Premier ministre, alors qu'ils n'ont que 36 députés à l'Assemblée nationale. Il n'y a que 3 ministres fascistes dans le gouvernement. C'est un gouvernement de coalition. Il ne pouvait pas arriver au pouvoir tout seul, mais d'ailleurs le NSDAP c'était pareil en Allemagne plus tard, il ne pouvait pas arriver tout seul au pouvoir. Il l'a nommé Premier ministre, et c'est ça qui est très intéressant, parce que ça a été une victoire, mais en fait le verre était dans le fruit en fait pour les fascistes, parce que ils ont été nommés par le roi, et tant que le roi restera là, et il restera jusqu'au bout, eh bien il ne pouvait pas prendre le contrôle total de l'État. Le roi l'a nommé, et le roi l'a destitué le 25 juillet 1943. D'où l'aspect aussi de totalitarisme imparfait, parce que le chef de l'État, en tant que roi, a préservé, et c'est la fonction de la monarchie, a préservé l'état de la fascisation, ce qui ne s'est pas passé en Allemagne. Emilio Gentile écrit dans Soudain le fascisme, c'est la dernière page de son livre. Sans aucun doute, aucun autre parti révolutionnaire ne se montra-t-il jamais, ni avant ni après la conquête du pouvoir, aussi clairement et brutalement candide, en exposant sa vision du gouvernement et de l'État. On parle du lendemain de la marche sur Rome. Le fascisme est ce qu'il est, affirmait la Voca Republicana le 27 avril 1923. Mais nul ne peut lui reprocher de ne pas avoir le courage de ses opinions. Il vit et se nourrit d'une brutale sincérité. Et dès ses premiers mots au pouvoir, le fascisme se comporta de manière conséquente afin de mettre en œuvre sa conception du gouvernement et de l'État, tandis que ceux qui auraient pu l'en empêcher ne le prirent pas au sérieux ou restèrent sans rien faire, attendant qu'il se délite de lui-même. Ainsi, sans s'en rendre compte, les antifascistes permirent aux fascistes de consolider et d'étendre leur domination. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Bien sûr, puisque le fascisme avait montré ce qu'il était dans les années ce qu'on appelle le Biennio Rosso, c'est-à-dire les 2 ans, mais à 1919-1920 de la menace communiste, et puis après le Biennio Nero, les 2 années qui ont suivi, où là les violences fascistes se sont déchaînées, alors qu'il n'y avait plus vraiment de menaces socialistes. Donc on parlait même de guerre civile de basse intensité. Voilà, oui, tout à fait, c'est une sorte de guerre civile en effet, puisque les Italiens se sont entretués de basse intensité, parce que c'est pas la guerre civile espagnole des années 30, bien sûr. Mais le fascisme a montré très clairement ce qu'il était, c'est-à-dire la violence et le fait d'assumer et de revendiquer cette violence. Pour les fascistes et pour Mussolini, la violence, elle est intrinsèque à la nature humaine et il doit l'utiliser pour lutter contre ses adversaires. C'est là où on voit le lien avec la guerre, c'est vrai, mais c'était une violence qui préexistait à la Grande Guerre. Donc tout le monde savait ce qu'était le fascisme. Ils n'avaient jamais caché leur volonté de construire un État totalement nouveau. Ils sont arrivés dans un semi-coup d'État, si vous voulez, avec des aspects légaux et illégaux, et ils n'ont pas du tout l'intention de lâcher le pouvoir.
Donc oui, effectivement, tout cela est très clair. Et Mussolini ne s'en cache pas. Mais d'un autre côté, comme le dit très bien Emilio Gentile, il y a aussi la faiblesse des adversaires. Beaucoup d'antifascistes les méprisaient, les prenant pour une bande de sauvages, une bande de voyous, ce qui c'était en partie, puisque quand ils ont été élus députés en 21, la première séance, on est venu aux mains. Donc incontestablement, il y a beaucoup de violences politiques et de violences physiques, ça c'est incontestable. Donc, mais il les méprisait, il pensait que ce serait un mouvement qui disparaîtrait de lui-même, qui se déliterait en effet de lui-même. Et puis, à mon sens, la grande erreur de l'antifascisme, et sa responsabilité, à mon sens, est énorme. C'est ce qu'on appelle l'Aventin. C'est-à-dire qu'en 1924, un député très célèbre, mais aujourd'hui, Matteotti, député socialiste, est enlevé par des sbires du fascisme et il est retrouvé, son cadavre est retrouvé au mois d'août. On est en 1924. Ça engendre une crise politique très violente, puisque là, il y a les fascistes ont vraiment le sang d'un député sur les mains. Et pour protester, les mouvements, les partis antifascistes à l'Assemblée nationale ont fait sécession. Ils se sont retirés symboliquement sur l'Aventin, comme le faisaient les tribuns de la plèbe dans la Rome antique. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus siégé en séance. Et mais alors là, évidemment, ils ont déserté le champ politique. Et ils attendaient du roi que le roi agisse de lui-même et renvoie Mussolini comme un voleur, pris la main dans le sac. Mais le roi ne pouvait pas destituer son Premier ministre si ce Premier ministre n'était pas renversé par la Chambre. Il fallait une intervention des députés qui serait le prétexte pour le roi renvoyer son Premier ministre. Or, en ne siégeant plus, il ne donnait pas au roi l'occasion institutionnelle, constitutionnelle d'agir. Alors d'autant plus que le roi n'avait pas tellement l'intention de s'en débarrasser à ce moment-là. C'est sans doute une occasion perdue, ça historiquement on peut le reconnaître. Mais sans doute le roi peut-être émettait-il des doutes sur la responsabilité directe de Mussolini dans le meurtre de Matteotti, et puis toujours la crainte de la guerre civile. Comment peut-on imaginer que le roi renvoie Mussolini, que les fascistes rentrent chez eux tranquillement, que Mussolini rentre en Romagne écrire ses mémoires. Enfin ça ne fait pas la route 5 minutes. Donc il y avait vraiment un risque aussi de guerre civile. D'autant plus que l'antifascisme était très divisé, très divisé, entre les libéraux et les socialistes, les communistes, les catholiques, les anarchistes, alors qu'ils étaient moins présents à l'Assemblée, mais tous étaient d'accord pour chasser, si vous voulez, les fascistes, mais après, mais pour quel projet, pour quelle Italie? Il y a entre les monarchistes et les républicains, tout restait en effet ouvert. Donc il a été fort, le fascisme a été fort de la faiblesse également de l'antifascisme qui s'est exprimé à ce moment-là. Sur l'affaire Matteoli, vous écrivez: l'issue de la crise Matteoli déboucha donc sur l'installation de la dictature et l'élimination programmée de l'opposition. Les ultras pouvaient crier victoire, enivrés par l'illusion d'avoir empêché la normalisation totale du fascisme. Leur triomphe cachait en réalité leur défaite, puisque ce fut Mussolini qui tira les marrons du feu et continua de donner le tempo moderato de la révolution fasciste. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, l'ambition totalitaire du fascisme apparaît de manière plus limpide? Oui. Oui. Elle a toujours été présente, mais Mussolini est un homme très pragmatique, très pragmatique. Par exemple, avant la marche sur Rome, il a compris qu'il n'arriverait pas au pouvoir s'il réglait pas la question du régime politique. C'est un républicain convaincu, les fascistes sont tous des républicains convaincus. Il y a un courant qui est représenté par des vecchi, d'un fascisme monarchique. Mais globalement, quand même, il y a un très fort républicanisme. Ce sont des révolutionnaires. Mais il sait qu'il n'arrivera pas au pouvoir s'il ne donne pas des gages au sujet de la monarchie. Et c'est ce qu'il a fait avant la marche sur Rome. La question du régime ne se posera pas. La couronne ne sera pas menacée. Et une fois au pouvoir, il a essayé en effet de normaliser le fascisme dans le sens de canaliser la violence. C'est-à-dire que les squadres ont été intégrés de force dans une milice institutionnalisée et donc sous contrôle du gouvernement qu'il présidait. Donc, et cette normalisation
qui était lié en fait au pacte politique passé pour exercer le pouvoir avec les forces politiques traditionnelles, déplaisait aux fascistes purs et durs, aux puritains du fasciste, ceux que j'ai appelés un peu les gardes noirs de la révolution fasciste, qui ne pouvaient pas supporter cette compromission avec les forces conservatrices. Et au moment de la crise Matteotti, Mussolini a flanché. C'est un homme très cyclotimique et qui a parfois des accès de désespoir. Et là, il a senti le sol se dérober sous ses pas. Et c'est les durs du fascisme, comme Farinacci, Roberto Farinacci, qui, si vous me permettez l'expression, lui rentre dedans, remonte sa volonté en lui disant c'est très clair, mais alors on est à la fin de 1924, c'est très clair, soit c'est l'abandon du pouvoir, l'arrestation, le tribunal, l'exécution, soit c'est la dictature. Et Mussolini est en quelque sorte renforcé par cela. Et le 3 janvier 1925, il fait un discours très violent à l'Assemblée, dans lequel il assume la responsabilité de ce qui s'est passé. Il dit pas que c'est lui, évidemment, mais il assume la responsabilité de la crise Matteotti. Et il va établir, à partir de ce moment-là, on est en janvier 25, véritablement la dictature, qui va s'établir étape après étape, entre 1925 et 1926, avec une série de lois qu'on a appelées les lois fascitissimes, les lois qui instaure la démocratie, supprime la liberté de la presse, supprime les élections, font du parti du PNF le parti unique, et donc en 26 crée un tribunal spécial, crée une police politique, et donc en 1926, voilà, la dictature est établie. Cette dictature est établie, elle va prendre un vrai aspect totalitaire dans le fait d'enrégimenter d'une certaine manière la vie de la société et de rendre la société complètement dépendante, voire produit de l'État. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples signifiants, Frédéric Lemoal ? Mussolini, au centre du fascisme, on a l'État. Ça, c'est la grande caractéristique du fascisme. Pour le nazisme, c'est la race. Pour le fascisme, c'est l'État. Tout dans l'État, rien en dehors de l'État, rien contre l'État. C'est une des phrases les plus célèbres de Mussolini. Le parti doit être soumis à l'État. Le parti est un simple instrument entre les mains de l'État. Le parti sera progressivement vidé de tous ses pouvoirs. Il va augmenter son emprise sur la société, je vais y revenir, par ses organisations. Mais il sert uniquement à encadrer et à mobiliser la population. Mais c'est l'État qui est chargé de construire l'État nouveau et l'homme nouveau. Tout cela passe, on prend deux exemples qui sont les plus connus, par l'encadrement de la jeunesse. Les Italiens doivent, les enfants italiens doivent être membres des balilla fascistes, c'est-à-dire ces groupes de jeunesse militarisés, politisés, qui servent à transmettre la doctrine du fascisme. Les scouts sont supprimés, parce qu'il c'est pas possible, il peut pas y avoir de concurrence. Et alors l'éducation, en bons fils des Lumières qu'ils sont, l'éducation est absolument essentielle. La volonté d'arracher l'enfant le plus tôt possible à l'influence de ses parents. L'enfant est complètement propriété de l'État. Exactement. Je voudrais citer aux auditeurs cette phrase, si vous me le permettez. J'ai toujours pensé que les enfants étaient une propriété de l'État et que les parents n'en étaient que les dépositaires, et que c'était à l'État de recevoir, pour ainsi dire, l'enfant du sein de sa mère. Alors ce discours n'est pas de Mussolini ou de Lénine, il est d'un révolutionnaire français, Antoine Thibaudot, qui reprend mot pour mot une expression de Rousseau. Ce sera repris après par Saint-Just, l'archange de la terreur. Les enfants appartiennent à leur mère jusqu'à 5 ans, si elle les a nourris, et à la République jusqu'à la mort. Ça va passer dans le marxisme, ça passera chez les fascistes. Je renvoie les auditeurs au discours que prononce Mussolini en mai 1929, au moment de la ratification des accords de Latran, parce que plusieurs de ses fidèles trouvaient quand même que ça coquinait avec le pape, ça posait quand même problème. Et dans ce discours, il explique très clairement que l'éducation est une prérogative de l'État exclusif. C'est en 1929, d'ailleurs, que le nom du ministère est changé, d'instruction publique, il passe à éducation nationale. Il s'agit bien d'éduquer
au vrai sens du terme, les enfants. Puisque la famille, tout en étant une institution qu'il faut protéger, c'est là où ils sont très très loin de Fiume et des futuristes, pardon. Il faut protéger la famille, mais la famille n'est pas une cellule autonome. La famille, elle est contrôlée par l'État. Et le fait que les enfants fussent envoyés dans les Balilas était le point de passage obligé pour non plus devenir fasciste, mais créer des fascistes. Et puis on avait l'aspect, une autre organisation qu'on appelle il Dopo Lavoro, qui prenait en charge les loisirs des travailleurs italiens, c'est-à-dire que l'État s'occupait aussi des loisirs. Vous rappeliez, Frédéric Le Moal, dans votre précédent ouvrage, enfin le précédent ouvrage pour lequel nous avions reçu, Les divisions du pape, cette phrase de Mussolini vis-à-vis de la religion, et je pense qu'il faut en dire un mot. Deux religions aujourd'hui se disputent le contrôle des esprits et du monde, la noire et la rouge. Des deux Vaticans partent aujourd'hui les encycliques, de celui de Rome et de celui de Moscou. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'esprit de Mussolini ? Ça veut dire que il y avait deux pouvoirs qu'il combattait. Bien sûr le communisme, malgré tous les points parfois de proximité que l'on peut trouver, et puis et qui avait cet aspect universel du communisme. Et puis vous aviez bien l'autre aspect, l'autre Rome, l'autre pouvoir universel qui était celui du Vatican. Une autre phrase qui est très révélatrice de Mussolini, qui est celle-ci: je suis catholique et anti-chrétien. Alors, une étrange profession de foi, effectivement, mais qui s'explique très bien. Il est anti-chrétien, et il l'a toujours été, par son héritage familial, par son parcours, par l'influence de Nietzsche, c'est-à-dire le christianisme qui est perçu comme une doctrine pour les faibles. Là aussi, on a cet héritage de Rousseau qui est très net. Dans le contrat social, les choses sont explicitées d'une manière très 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 claire sur l'hostilité de Rousseau quand il dit, je le cite de mémoire, les chrétiens sont faits pour être esclaves. Enfin, la phrase est quand même très 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 nette. Donc pour une religion de faibles qui amollit l'italien, qui amollit l'italien, l'âme et le corps, par l'amour évidemment du prochain, le refus de la violence. Tout ça est bien connu. Mais pourquoi il dit que je suis catholique ? Parce qu'il associe italianité et catholicisme. Et il aimait bien dire, ce qui mettait Pie XI hors de lui, que c'était grâce à Rome que le christianisme était passé d'une secte à une religion universelle. Et donc, c'est la récupération de l'héritage romain et de l'aspect universel et italien. C'est-à-dire comme facteur identitaire de l'Italie et la récupération aussi de la fonction impériale que l'on avait avec Rome. Mais il a toujours effectivement combattu les dogmes et la religion chrétienne, même s'il a donné des gages parce que c'est un fin politique. Il a fait communier ses enfants, il s'est marié à l'église plus tard. Ben voilà. Oui, c'est pas un mauvais politique. Frédéric Le Moal, nous allons nous retrouver après une petite pause musicale de 2 minutes pour aborder les années 30 et la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes bien de retour dans le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. La chaleur est montée en plateau puisque nous parlions d'Italie. On s'est beaucoup appesanti, Frédéric Le Moal. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Histoire du fascisme, c'est Perrin, et comme les auditeurs qui nous rejoignent écouteront le début de cette émission puisque c'est passionnant et je pense qu'il faut se l'acquérir pour combattre un certain nombre de mensonges sur l'analyse du fascisme. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que dans les années 30, cette tentation totalitaire va évoluer jusqu'à, je crois, atteindre son summum en 1938. Effectivement, comme tous les totalitarismes, le fascisme a connu un crescendo. Puisque on en voit très bien les étapes. Alors, on parle souvent de la radicalisation des années 30, c'est évidemment de la fin des années 30, c'est bien évidemment exact, je vais y revenir. Mais déjà, en 1929 est un tournant. Oui, pardon, j'ai oublié, la Grande Dépression est essentielle. Voilà, tout à fait. Il y a les accords du Latran qui règlent le problème
avec la papauté, et qui a été un succès international inouï pour Mussolini. C'était le nouveau Bonaparte. Il réconciliait l'Italie avec la papauté. Et puis il y a eu bien sûr aussi la grande dépression. Mais déjà avant le 15 août 1929, il écrit un article intitulé Tertio Tempo, troisième temps, qui annonce en fait bien un passage vers une accélération de la révolution, et on voit apparaître une thématique anti-bourgeoise de plus en plus prononcée, parce que c'est ça qui est le cœur de la révolution fasciste. C'est l'hostilité très très forte à la bourgeoisie et au capitalisme libéral. On parle toujours de l'anticommunisme, ce qui est vrai. C'est une révolution anti-communiste. Ce sont des révolutionnaires anti-marxistes. Mais il faut toujours rappeler l'hostilité au libéralisme politique et au libéralisme économique. Et donc, au début des années 30, on a déjà un premier passage. Mais c'est vrai qu'à partir de 1936, avec la guerre d'Éthiopie, on passe à un niveau supérieur. On le sent dans plusieurs aspects, parfois un peu grotesque, enfin qui est apparu grotesque à l'époque, comme le pas de loi, marcher au pas de loi, qui était la grande idée d'Achille Starace, qui était le chef du PNF, le secrétaire général du PNF de 1931 à 1939. Et une radicalisation qui se sent en politique étrangère, bien sûr, la guerre d'Éthiopie, et puis l'intervention en Espagne, qui a des aspects idéologiques, fascistes, indéniables, et puis l'alliance, évidemment, qui se met peu à peu en place. Tout ça a été très très progressif, mais enfin quand même, le tournant diplomatique au profit de l'Allemagne nazie, en 1936, dès la fin de la guerre d'Éthiopie. Et puis on a les lois, le tournant qui est très fort, avec en 1938 effectivement les lois antisémites et racistes qui sont prises par le régime. Là aussi, l'historiographie discute énormément. Ça a longtemps été complètement passé sous silence ou minoré. Alors aujourd'hui, c'est un peu le mouvement inverse. À lire certains, on a l'impression que c'est l'équivalent du Troisième Reich. Il faut quand même garder un peu mesure. C'est un antisémitisme d'exclusion. Des lois qui sont votées avec un aspect racial qui est de plus en plus prononcé. On n'a jamais eu de persécutions à grande échelle telles qu'on les a connues dès 1933 en Allemagne par les nazis, et qui est liée à deux choses à mon sens. La révolution fasciste, c'est-à-dire qu'il faut toujours un combat, il faut toujours mobiliser la population, surtout les jeunes impatients. Les gardes noirs de la Révolution qui trouvent que la Révolution elle patine un peu, elle s'embourgeoise, donc c'est leur donner un nouvel élan, une nouvelle cible. Et puis il y a le second aspect dans cet antisémitisme, qui est évidemment le lien avec la bourgeoisie, le lien avec le capitalisme, qui s'exprime dès l'époque. Donc ça peut apparaître comme opposé au fascisme, parce que le fascisme n'a jamais été antisémite. Il n'a jamais placé l'antisémitisme au cœur de sa doctrine, contrairement au nazisme. Donc pour beaucoup de juifs italiens, qui étaient d'ailleurs membres du PNF, et qui pouvaient être dans l'entourage très proche, je ne parlerai pas de Margherita Sarfati, la maîtresse de Mussolini, vraiment ils comprennent pas ce qui arrive. Dire que le ghetto de Rome est un des ghettos les plus anciens d'Europe, oui, et que la population juive est intégrée totalement à la population romaine. Depuis en fait la création du Royaume d'Italie, qui a largement émancipé les juifs italiens, et c'est la monarchie de Savoie qui avait fait construire la grande synagogue de Rome. Donc ça a vraiment été un tournant que beaucoup n'ont pas compris. Il ne faut pas sous-estimer bien sûr l'antisémitisme de gauche, l'antisémitisme révolutionnaire que l'on a dans le socialisme français au XIXe siècle, et dont Mussolini s'est également nourri. Mais je pense que lui, fondamentalement, était beaucoup plus anti-chrétien qu'antisémite. Mais enfin, c'était quand même un vrai tournant, et qui ranime le conflit contre la papauté, puisque c'est la loi de septembre, notamment 38, qui interdit les mariages mixtes, est une atteinte
au Concordat, qui avait été passé en même temps que les accords du Latran en 1929. Pour l'Église, il est hors de question de laisser l'État décider de qui peut se marier. Et le vieux pape Pie XI a jeté ses dernières forces, il en est mort d'ailleurs, dans ce combat contre cette évolution raciste et antisémite, que lui attribuait à une volonté d'imitation servile de l'Allemagne nazie, mais je pense qu'il sous-estimait la dynamique interne. Et puis les conseils qui commencent à arriver autour de... Alors on en a déjà beaucoup parlé, mais Ciani par exemple va commencer à beaucoup promouvoir le rapprochement avec l'Allemagne. Non, c'est l'inverse. Vous voulez parler de Ciano? Oui. Alors c'est vrai qu'il est le gendre de Mussolini, qu'il nomme en 1936 ministre des Affaires étrangères. C'est l'homme de l'alliance avec l'Allemagne. C'est vrai, c'est une personnalité assez complexe. On peut pas nier que le contexte de l'alliance avec l'Allemagne a quand même joué. Hitler vient à Rome en mai 38, c'est en juillet 38 qu'est lancée l'offensive antisémite. Donc oui, il y a quand même un lien. Mais on ne peut pas en faire, ça je crois, tout le monde est d'accord là-dessus, on ne peut pas en faire simplement une volonté d'imitation de l'Allemagne nazie, une volonté de plaire aux nazis. Il y a une dynamique interne dans cet antisémitisme, et là aussi qui ira crescendo, mais vraiment la violence antisémite, elle s'exprimera surtout pendant la République de Salo, pendant la République sociale italienne de 1943 à 1945, où là on a une compromission de très nombreux fascistes clairement au génocide. Il y a un élément intéressant dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale pour ce qui est du fascisme italien, c'est qu'elle va un peu contre sa tradition ou ses intérêts, à part l'alliance idéologique. Voilà ce qu'Ernst Nolte disait dans les mouvements fascistes de l'Europe de 1919 à 1945 dans la partie la guerre et la fin des fascismes. Nul ne vécut plus intensément ces paradoxes du fascisme que Mussolini. Les intérêts de la nation imposaient absolument la neutralité. Ne faire en aucun cas la guerre à l'Angleterre avait été la maxime fondamentale de la politique extérieure italienne depuis la fondation du royaume. L'Italie n'avait nullement besoin pour affirmer sa place parmi les grandes puissances de participer à la guerre, comme ça avait été le cas lors de la Première Guerre mondiale. Mais comment le fasciste Mussolini, qui avait depuis des décennies préparé son peuple à l'heure de la grandeur et même soumis les jeunes enfants à une formation pré-militaire sans analogue en Allemagne, eût-il pu résister à l'exemple d'Hitler et se dérober à la longue au devoir de solidarité du pacte d'acier? Dans la décision fatale et dramatique pour l'Italie et les Italiens d'entrer en guerre en 1940, il y a à la fois les paradoxes et la logique du fascisme. Paradoxal, c'est vrai, quand on a 5000 km de côte, on ne fait pas la guerre au Royaume-Uni. C'était évident. Et ça, c'était un pilastre de la diplomatie du royaume. C'est absolument évident. Quand on n'a pas de charbon, on fait pas la guerre à la première puissance navale du monde. C'est absolument évident. Mais c'était logique. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le projet géopolitique, parce qu'il y a un projet géopolitique italien qui n'est pas aussi cohérent qu'était le projet d'Hitler, exprimé dans Mein Kampf, mais qui, pour faire rapide et le plus clair possible, qui était un projet impérial. Établir l'hégémonie italienne sur la mer Méditerranée, Mare Nostrum, enchasser les Français et les Anglais, et faire en sorte que l'Italie ne soit plus prisonnière de la Méditerranée du fait que l'Angleterre contrôlait aussi bien Gibraltar que Suez. Donc la guerre contre le Royaume-Uni, là, devenait quelque peu logique. Il y avait la logique, bien évidemment, idéologique. Bien sûr, tout commandait le maintien de la neutralité. Et d'ailleurs, en 1940, Mussolini ne proclame pas la neutralité, mais la non-belligérance. Parce que la neutralité, c'est 1914, c'est la petite Italie, c'est l'Italie de Giolitti. C'était pas possible, humainement et idéologiquement, de faire exactement la même politique qu'en 1914. Donc, la violence matricielle du fascisme ne pouvait que le conduire à cette participation, en opposition à ce que voulait le grand capital, en opposition à ce que voulait l'Église, en opposition à ce que voulait le roi. Mais il l'a quand même imposé par logique idéologique, parce que c'est par la guerre qu'on fera le nouvel italien. Il faut passer par la guerre. L'Italie a rendez-vous avec son destin. Il y a un vrai projet idéologique d'une Europe nouvelle, parce que comme c'est un mouvement révolutionnaire, ça ne se cantonne pas à l'Italie. Il y a une volonté de fasciser l'Europe, de renverser. Encore, il y a la symétrie avec les forces révolutionnaires françaises. Bien évidemment, bien évidemment. Ça ne peut pas être cantonné à un seul pays. Il va falloir régénérer l'Europe
régénérer l'Europe. Et puis, il y a bien sûr la logique de l'alliance avec l'Allemagne, et sans aucun doute, ça a dû peser la peur de l'Allemagne. C'est-à-dire la peur de la réaction de l'Allemagne et des nazis. Comment aurait-il réagi à un retrait de l'Italie définitif de la guerre? Ce qui s'était passé en 1915, l'Italie devait cesser d'être le pays qui trahit l'Allemagne. C'était pas possible. Donc, il y a cette logique idéologique, politique, géopolitique à la décision de 1940, mais qui est prise, en fait, y compris contre un certain nombre de hiérarques fascistes, comme son propre ministre Ciano et Gendre, qui ne voulaient pas rentrer en guerre avec l'Allemagne. Alors, il nous reste 3 minutes, Frédéric Le Moal. On va arriver à la République de Salo et à la mort de Mussolini. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Histoire du fascisme chez Perrin. Vous écrivez « Mussolini réussit à absorber une grande partie du fascisme dans sa propre personne. Ce fut la force et la faiblesse du mouvement qui ne pouvaient plus que difficilement lui survivre, comme le démontra l'écroulement collectif de juillet 43. » Oui, c'est un écroulement collectif, puisque lorsque ça s'est passé en 2 temps. Rapidement, il y a eu le 24 juillet, dans la nuit du 24 au 25 juillet 1943, un vote de défiance du Grand Conseil fasciste, qui est un peu le conseil collégial, l'instance collégiale du PNF, qui enlevait à Mussolini ses pouvoirs militaires qui étaient rendus au roi. C'est donc ses amis fascistes qui, en fait, le poussaient vers la sortie, mais pas pour fondamentalement l'exclure totalement du pouvoir et encore moins mettre fin au régime fasciste. Et le deuxième acte, c'est le roi qui le fait arrêter le 25 juillet. Et là, le régime s'écroule de lui-même, comme un château de cartes. C'est-à-dire en un jour, tout s'écroule. Sans Mussolini, en fait, tout s'est écroulé. Le fascisme, c'était pas Mussolini à lui tout seul. Mais il avait dit d'ailleurs à ses compagnons dans la nuit du 24 au 25, sans moi, tout s'écroulera. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Parce qu'à force d'absorber le fascisme dans sa personne et de se placer au centre des institutions du régime, eh bien, sa disparition a laissé tout le monde impuissant en quelque sorte. L'instrument du pouvoir avait complètement disparu et plus personne ne savait quoi faire. Même les fascistes les plus durs comme Farinacci ne savaient plus quoi faire. Et vous terminez en disant trop de compromis. De forces hostiles, de corps autonomes se dressaient sur son chemin pour lui permettre de s'emparer de l'esprit des Italiens et de détruire les institutions traditionnelles. On est loin des horreurs du goulag et d'Auschwitz. Le pape et le roi, voilà les 2 problèmes qu'a eu Mussolini sur sa route, plus le fait que c'était un homme violent mais qui n'était pas cruel. C'était pas un sanguinaire. C'est ni Staline, voilà, ni Staline ni Hitler. Plus les institutions. C'est une révolution avortée, c'est une révolution manquée qui n'est pas allée jusqu'au bout de sa logique, parce qu'il y a eu un certain nombre d'obstacles sur son chemin. Mais enfin, je voudrais quand même aussi dire que c'est aussi la nature humaine qui rendait de toute façon cette entreprise vouée à l'échec. On n'a donc pas eu affaire à une réaction, mais une révolution. C'est ce qu'on pourrait trouver comme conclusion de cette émission, Frédéric Le Moal. Un grand merci d'y avoir participé. Merci à vous. Le titre de votre ouvrage, Histoire du fascisme aux éditions Perrin. Un livre qu'il faut acquérir pour 2 raisons. D'abord, son intérêt historique et la conversation que nous venons d'avoir, mais aussi pour son rôle, c'est moi qui me permets de le dire, dans le combat des idées. Un rôle important pour montrer combien nous devons nous battre contre une vision de l'homme régénéré, une artificialisation des rapports sociaux et tout ce que ça a de totalitaire en soi. Un grand merci Frédéric Le Moal. Merci beaucoup.